D'accord. Voici la première partie d'un script narratif conçu pour être extrêmement captivant et maintenir l'attention du public pendant les premières minutes cruciales de la vidéo. Le texte respecte imaginer un archéologue, dans la poussière et la chaleur d'une vallée oubliée. Sa pioche heurte quelque chose de dur, qui n'est pas de la pierre. C'est un coffre, verrouillé et scellé depuis des millénaires. À l'intérieur, il ne trouve ni or, ni joyaux, mais des parchemins. Les mots inscrits dessus sont si puissants qu'ils peuvent réécrire l'histoire, renverser des empires, briser les dogmes qui enchaînent l'humanité depuis l'aube des temps. Ce coffre, ce n'est pas une tombe pharaonique, c'est ce livre. Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. Et on m'a dit de ne pas l'ouvrir. On vous a dit de ne pas le lire. Pourquoi ? Parce que ce livre n'est pas un simple récit historique. C'est un manuel d'instruction pour démonter la réalité elle-même. C'est un miroir tendu vers notre espèce, et ce qu'il reflète est si dérangeant, si radicalement différent de tout ce qu'on nous a enseigné, que certains préféreraient qu'il reste enterré à jamais. Aujourd'hui, nous allons forcer ce coffre ensemble. Nous allons dérouler ces parchemins interdits. Mais je vous préviens, après cette plongée, vous ne verrez plus le monde de la même manière. Vous ne vous verrez plus vous-même de la même manière. Chaque interaction sociale, chaque bulletin de vote, chaque croyance religieuse, chaque objet que vous possédez, chaque désir qui vous habite, tout vous apparaîtra sous un jour nouveau, froid, implacable. Ce n'est pas une simple lecture, c'est une opération de la conscience. Et nous commençons maintenant. Notre histoire commence il y a 100 000 ans. Sur la Terre, se promènent au moins 6 espèces humaines différentes. Il y a Homo neanderthalensis, robuste, adapté au froid, avec un cerveau plus gros que le nôtre. Il y a Homo erectus en Asie, Homo floresiensis, le Hobbit en Indonésie. Et puis, il y a nous, Homo sapiens. Rien de particulièrement impressionnant. Nous sommes dans un coin perdu de l'Afrique, assez fragile, avec des outils plutôt basiques. Si un observateur extraterrestre avait fait un pari sur l'espèce qui allait dominer la planète, il n'aurait certainement pas misé sur nous. La question fondamentale, le premier grand mystère que Harari soulève est donc, comment avons-nous fait ? Comment cette espèce insignifiante a-t-elle éliminé toutes les autres, traversé les océans et fini par marcher sur la Lune ? La réponse conventionnelle, celle qu'on nous apprend à l'école, c'est notre gros cerveau et nos outils supérieurs. C'est une fable rassurante, mais c'est une fable. La vérité est bien plus étrange, bien plus profonde. Harari propose une thèse qui a choqué le monde académique. La véritable clé de notre succès n'est pas une intelligence individuelle supérieure, ni le pouce opposable. C'est quelque chose d'unique, d'invisible, une arme cognitive d'une puissance terrifiante. La capacité de croire à des fictions. Oui, vous m'avez bien entendu. Des histoires, des mythes, des choses qui n'existent que parce que nous sommes des millions à croire qu'elles existent. Prenons un exemple concret. Un chimpanzé peut vous dire, par un geste ou un cri, « Attention, un lion ». C'est un fait concret, présent dans son champ de vision. Mais aucun chimpanzé au monde ne peut assembler ses congénères et leur déclarer « Écoutez-moi, si vous voyez un lion, courons tous ensemble vers la grande rivière, car un esprit protecteur y habite et il nous sauvera ». Cette phrase contient 2 fictions, l'esprit protecteur et le concept abstrait de salut futur. Un chimpanzé ne peut pas la comprendre, et encore moins y croire. Nous, si. C'est là que réside la révolution cognitive, il y a environ 70 000 ans. Soudain, Homo sapiens a développé la capacité de parler de choses qui n'existent pas objectivement. Et cette capacité a tout changé. Imaginez une tribu de sapiens et une tribu de néandertaliens se faisant face sur les rives d'un fleuve. Les néandertaliens sont plus forts.
plus expérimentés, mieux adaptés au climat. Ils peuvent coopérer, bien sûr, mais en petits groupes et seulement sur la base de relations personnelles concrètes, de faits immédiats. Je te connais, je chasse avec toi, donc je te fais confiance. Maintenant, regardez les sapiens. Eux, ils se rassemblent autour d'un totem, d'un animal sacré, d'un ancêtre commun. Ils croient tous au même esprit de la forêt, au même Dieu du tonnerre. Cette croyance partagée, cette fiction, leur permet de coopérer par milliers. Ils n'ont pas besoin de se connaître personnellement. Il leur suffit de croire au même récit. Le résultat de cette confrontation est une évidence mathématique. 50 néandertaliens contre 500 sapiens. L'issue est inévitable. L'extinction. C'est ainsi que nous avons conquis le monde. Non pas par la force brute, mais par la puissance du récit. Nous avons été les premiers et les seuls à pouvoir créer de la coopération de masse, flexible et à une échelle gigantesque. Et c'est le premier pilier de la réalité que Harari démolit. L'idée que les nations, les lois, les dieux, l'argent sont des réalités objectives. Ils ne le sont pas. Ils sont ce que Harari appelle des réalités intersubjectives. Ils n'existent que dans notre imagination collective. Un billet de banque n'est qu'un morceau de papier coloré. Sa valeur n'est pas dans le papier. Elle est dans le mythe collectif et partagé qui lui attribue une valeur. Si demain, tout le monde arrête d'y croire, il redevient un bout de papier. De la même manière, les droits de l'homme n'existent pas dans la nature. On ne peut pas les observer au microscope. Ce sont des histoires, des mythes légaux, auxquels des centaines de millions de gens ont choisi de croire. Et parce qu'ils y croient, ces histoires deviennent une force matérielle incroyable qui façonne notre monde. Mais voici où l'histoire devient sombre et où le côté interdit de ce livre commence à se révéler. Si tout n'est que fiction, alors qui contrôle les fictions contrôle le monde. Pendant des millénaires, les récits dominants nous ont été imposés. Les rois gouvernés par droit divin. Une fiction parmi les plus puissantes jamais inventées. L'Église détenait les clés du salut. Une autre fiction qui a dirigé les vies et déclenché des guerres. Aujourd'hui, les récits ont changé de forme, mais leur puissance est identique. Le récit de l'État-nation, le rédit de l'argent, le récit de la consommation comme voie vers le bonheur. Nous vivons enfermés dans une forêt de fiction, en croyant voir des arbres solides. Harari, d'une main chirurgicale, nous montre que ce ne sont que des ombres. Et une fois que vous avez vu les ficelles qui animent le spectacle, vous ne pouvez plus faire semblant de regarder la marionnette de la même manière. Cela nous mène à la seconde grande révolution, peut être la plus importante de l'histoire de l'humanité, la révolution agricole. On l'appelle souvent le plus grand piège de l'histoire. Et pour comprendre pourquoi, il faut abandonner notre vision romantique du fermier qui cultive paisiblement sa terre. Il y a 12 000 ans, nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs. Leur vie n'était ni un paradis, ni un enfer. Ils travaillaient peu, quelques heures par jour. Leur alimentation était variée. Ils vivaient en petits groupes égalitaires, se déplaçant librement. Puis, presque par accident, ils ont commencé à cultiver le blé. C'est là que le piège s'est refermé. Qui, vraiment, a domestiqué qui? Selon Harari, ce n'est pas l'homme qui a domestiqué le blé, c'est le blé qui a domestiqué l'homme. Réfléchissez, le blé était une herbe assez insignifiante au Moyen-Orient. En quelques millénaires, grâce à l'homme, il a conquis la planète. Comment a-t-il réussi ce tour de force? En offrant une tentation? Plus de calories par unité de territoire. Cette tentation a forcé les sapiens à s'installer, à défendre leurs champs, à travailler sans relâche, à désherber, irriguer, récolter, sous un soleil de plomb. Les squelettes des premiers agriculteurs en portent la marque. Arthrose,
hernie discale, malnutrition, due à une alimentation bien moins variée. L'espérance de vie a chuté, la taille moyenne a diminué. La société est devenue bien plus violente, avec l'apparition de guerres à grande échelle pour la défense de la propriété, une autre fiction née de la sédentarité. L'agriculture a créé le concept de futur. Le chasseur-cueillard vit dans le présent. Le fermier, lui, doit planifier, stocker, se projeter dans des mois, des années. Avec le futur est née l'anxiété, la peur de la sécheresse, des criquets, des pillards. Et avec l'anxiété est née la nécessité de dieux plus puissants, de rois pour organiser la défense, de prêtres pour implorer la pluie. L'ordre social est devenu hiérarchique, patriarcal, inégalitaire. La coopération de masse est devenue une coopération de masse pour l'exploitation de masse. L'élite naissante, les rois et les prêtres, a pu vivre sur le dos de milliers de paysans qui travaillaient jusqu'à l'épuisement pour un surplus qu'ils ne consommaient même pas. Le fermier moyen travaillait plus dur, mangeait moins bien et vivait une vie bien plus stressante et brève que son ancêtre chasseur-cueilleur. Le piège était parfait. Il était impossible d'en sortir. Revenir en arrière aurait signifié la famine pour les populations désormais trop nombreuses. Nous ne sommes pas les descendants des rois et des philosophes de l'Antiquité. Nous sommes, dans notre immense majorité, les descendants de ces paysans exploités, de ces anonymes qui ont trimé dans la boue pour construire les pyramides et les cathédrales au nom de fictions qui les asservissaient. Cette prise de conscience est un coup de poing. Toute notre civilisation, nos mégalopoles, nos technologies, reposent sur ce pacte faustien originel. Le renoncement à une certaine forme de liberté et de bien, être pour la sécurité illusoire et le mirage du futur. Nous avons hérité de l'anxiété du fermier. Nous courons sur une roue, convaincus que nous devons produire plus, accumuler plus, planifier plus, pour un futur qui, bien souvent, n'arrive jamais comme nous l'avions imaginé. Nous sommes les enfants du plus grand malentendu de l'histoire. Et c'est ici, au fond de ce piège, que les fictions ont révélé leur puissance la plus absolue. Pour faire fonctionner ces empires agricoles, il fallait un ciment plus solide que la simple force. Il fallait un langage commun pour gérer des millions d'inconnus. C'est là qu'est née la plus grande fiction de toutes, l'écriture. Mais pas n'importe quelle écriture. Les premiers textes de l'humanité ne sont pas des poèmes, des histoires d'amour ou des traités de philosophie. Non. Ce sont des archives comptables, des inventaires, des listes de taxes, de salaires, de dettes. L'écriture est née de la bureaucratie, de la nécessité de contrôler et d'exploiter. Elle a permis de créer des réseaux d'oppression d'une efficacité terrifiante, en donnant une réalité tangible à des concepts abstraits comme la propriété ou la dette. Un fermier ne pouvait plus contester ce que le rouleau d'argile disait qu'il devait. La fiction était devenue loi. Nous arrivons maintenant au cœur des ténèbres. Nous avons vu comment les fictions nous ont unis, puis comment elles nous ont piégés. Mais le voyage ne fait que commencer, car le prochain bond en avant va accélérer cette logique jusqu'à l'extrême. Il va lier le monde entier dans un seul et même réseau de récits, créant l'ordre mondial dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un ordre qui semble naturel, inévitable, mais qui, comme tout le reste, n'est qu'une construction fragile, née d'un hasard historique et du choc des imaginaires. La suite de cette plongée va vous révéler comment trois grands mythes universels, l'argent, les empires et les religions, se sont rencontrés et ont tissé la toile globale qui nous enveloppe tous, dictant silencieusement vos choix, vos désirs et votre place dans le monde. Ce qui va suivre n'est pas seulement de l'histoire, c'est le manuel d'utilisation de la matrice dans laquelle vous êtes né. Nous voici donc au bord du précipice. Nous avons vu comment les fictions nous ont unis, puis comment elles nous ont piégés dans le grand malentendu de la révolution agricole. Mais maintenant, les enjeux deviennent plus grands encore. Nous allons assister à la naissance du monde moderne,
à la création de cet ordre global qui nous semble si naturel aujourd'hui, mais qui n'est en réalité qu'un château de cartes bâti sur 3 mythes d'une puissance terrifiante. 3 forces qui vont se rencontrer, s'affronter et finalement fusionner pour tisser la toile invisible qui enveloppe notre planète entière. La première de ces forces est peut être la plus universelle, la plus incomprise. L'argent. Harari nous pose une question dérangeante. Qu'est-ce que l'argent? Vraiment, un billet de banque n'a aucune valeur intrinsèque. Vous ne pouvez pas le manger, il ne vous abrite pas des intempéries. Sa valeur réside dans une seule chose, notre confiance collective. L'argent est le système de confiance mutuelle le plus universel et le plus efficace jamais créé. Mais cette confiance a un prix terrible. L'argent érige un pont entre des cultures qui n'ont absolument rien en commun, entre des personnes qui se détestent, entre des systèmes de valeurs opposés. Un croisé médiéval détestait les musulmans, mais il acceptait volontiers leurs pièces d'or. Pourquoi? Parce que l'argent a accompli ce que ni les dieux ni les rois n'ont jamais réussi, créer une croyance véritablement mondiale. Mais voici l'ombre portée de cette merveilleuse invention. L'argent a un effet corrosif sur toutes les autres valeurs. Progressivement, il remplace les liens du sang par des liens contractuels, la loyauté par l'intérêt, la communauté par le marché. Il nous fait croire que tout peut s'acheter, et donc que tout a un prix. Cette mentalité mercantile a permis des miracles économiques, mais elle a aussi légitimé des horreurs sans nom. La traite transatlantique, l'exploitation coloniale, la destruction environnementale, tout cela fut possible parce que l'argent permet de réduire des vies humaines, des cultures entières, à des lignes dans un registre comptable. L'argent n'est pas mauvais en soi, mais il est dangereusement amoral. Et dans notre monde moderne, il est devenu la fiction suprême, le Dieu invisible devant lequel nous nous inclinons tous, souvent sans même nous en rendre compte. La deuxième grande force est encore plus controversée, les empires. Aujourd'hui, ce mot sent le soufre, évoquant la oppression et l'exploitation. Et c'est vrai. Mais Harari nous force à regarder une vérité inconfortable. Ce sont les empires qui ont créé les conditions de notre monde globalisé. Les Assyriens, les Perses, les Romains, les Han, tous ont accompli quelque chose de radicalement nouveau. Ils ont imaginé un ordre universel, gouvernant des barbares qu'ils considéraient comme inférieurs, mais auxquels ils offraient progressivement une place dans leur système. L'Empire romain n'a pas massacré tous les Gaulois. Il leur a offert la citoyenneté romaine, leur a enseigné le latin, leur a construit des aqueducs et des routes. Cruel paradoxe. Ce sont souvent les oppresseurs qui ont diffusé la culture, les technologies, les idées, qui allaient finalement se retourner contre eux. L'impérialisme a créé l'idée dangereuse, mais extrêmement puissante, qu'il existe une civilisation universelle, une manière supérieure d'organiser la société. Cette idée a justifié d'innombrables crimes, mais elle a aussi permis de briser les barrières locales, de connecter le monde, de créer les premières globalisations. Le nationalisme moderne, qui se présente comme l'ennemi de l'Empire, est en réalité son héritier direct. Les nations européennes se sont constituées contre l'Empire romain, mais en reprenant son modèle d'État centralisé, ses lois, son ambition universaliste. Nous détestons l'impérialisme, mais nous pensons avec des concepts qu'il a créés. La troisième force est la plus intime, la plus personnelle, les religions universelles. Je vois déjà certains hausser les sourcils, mais comprenez-moi bien. Harari ne parle pas de Dieu ou de la vérité des dogmes. Il analyse les religions comme des systèmes idéologiques qui ont offert quelque chose de nouveau. Une vision supranationale, valable pour tous les êtres humains, sans distinction d'origine ou de statut. Le bouddhisme, le christianisme, l'islam, contrairement aux cultes locaux polythéistes, prétendent détenir une vérité universelle. Et cette prétention a été une révolution mentale colossale. Pour la première fois, un paysan en Gaule et un marchand en Syrie pouvaient croire qu'ils appartenaient au même système cosmique, qu'ils obéissaient aux mêmes lois morales, qu'ils poursuivaient le même salut.
Les religions universelles ont créé la fraternité humaine bien avant les Lumières. Mais encore une fois, cette avancée a eu un coût terrible. L'universalisme religieux a engendré l'intolérance. Les polythéistes antiques acceptaient généralement l'existence des dieux des autres. Pour un universaliste, si ma religion est vraie, la tienne est nécessairement fausse. Cette logique a allumé les bûchers, justifié les croisades et créé des fractures qui subsistent aujourd'hui. Maintenant, préparez-vous pour le moment le plus vertigineux de cette histoire. Ces trois forces, l'argent, les empires, les religions universelles, ne sont pas restées séparées. Elles se sont rencontrées, ont fusionné et ont donné naissance à un monstre d'une efficacité inédite. L'ordre mondial moderne. Prenons l'exemple des grandes découvertes. Christophe Colomb ne cherchait pas un nouveau monde, par pure curiosité scientifique. Il était porté par la fusion de ces trois mythes. L'argent d'abord, il cherchait une route vers les richesses de l'Asie. Les empires ensuite, il voyageait au service des rois catholiques d'Espagne. La religion enfin, il voulait convertir les âmes païennes. Ces trois motivations étaient indissociables. Cette fusion a créé une machine à conquérir le monde d'une puissance jamais vue. Et c'est ici que nous touchons au cœur battant de notre présent. Cet ordre, né il y a 500 ans, s'est progressivement débarrassé de son vernis religieux pour adopter un nouveau langage, celui de la culture et de la science. Les empires du 19e siècle ne parlaient plus seulement de convertir les païennes, mais de mission civilisatrice. Ils invoquaient Darwin et la biologie pour justifier la domination raciale. La science, cette merveilleuse quête de vérité, a été détournée pour créer de nouvelles fictions plus respectables, plus difficiles à contester. Le racisme scientifique, l'eugénisme, sont les enfants monstrueux de ce mariage entre la science et la soif de pouvoir. Nous arrivons maintenant au point de rupture, au grand basculement qui a créé le monde dans lequel vous êtes nés. Les 500 dernières années ont été marquées par un phénomène que les historiens appellent le grand découplage. Pendant des millénaires, la croissance économique était à peu près nulle. La richesse globale de l'humanité stagnait. La révolution scientifique est née d'un aveu d'ignorance radicale. Pendant des millénaires, les cultures humaines croyaient que tout le savoir important avait déjà été découvert par les anciens, par les dieux, et était contenu dans des textes sacrés. Le grand tournant en Europe a été la reconnaissance d'une idée simple mais explosive. Nous ne savons pas tout. Il nous manque des connaissances cruciales. Cet aveu d'ignorance a libéré la curiosité, a justifié l'exploration, a financé la recherche. Mais pourquoi cet aveu est-il soudainement apparu? Parce qu'il a rencontré l'impérialisme et le capitalisme. Les élites européennes ont réalisé que de nouvelles connaissances, une nouvelle plante médicinale, une meilleure cartographie, une arme plus puissante, pouvaient se traduire en pouvoir et en profit immédiat. La science moderne est née de ce pacte faustien entre la curiosité et la soif de domination. Ce pacte a créé un cercle vertueux infernal. La science fournit de nouvelles technologies qui génèrent de la richesse. Une partie de cette richesse est réinvestie dans la recherche qui produit encore plus de technologies. Et ainsi de suite. C'est ce cycle qui a propulsé l'Europe puis l'Occident à la domination mondiale. Mais il a un prix caché. Un secret si lourd que nous commençons seulement à en mesurer le poids. Ce système est basé sur une croyance en une croissance perpétuelle, une foi quasi religieuse dans le fait que demain, il y aura plus qu'aujourd'hui. Cette croyance est le moteur de notre économie, le fondement de nos systèmes politiques, la promesse qui maintient notre société en équilibre. Mais cette croyance est-elle viable? Que se passe-t-il lorsque nous atteignons les limites physiques de notre planète? Que se passe-t-il quand la machine à croissance s'emballe ou pire, s'arrête? Nous vivons aujourd'hui dans la religion de la croissance. Nos hommes politiques sont nos grands prêtres, promettant toujours plus de croissance. Les marchés financiers sont nos dieux capricieux, qu'il faut apaiser par des sacrifices. Et nous sommes les fidèles,
croyant que notre salut, notre emploi, notre retraite, notre bonheur dépend de cette divinité abstraite. Mais personne n'ose poser la question la plus dangereuse. Et si cette croissance n'était qu'une nouvelle fiction, le dernier grand mythe en date, aussi puissant et aussi fragile que les mythes des dieux et des rois qui l'ont précédé, nous approchons du moment de vérité. Nous avons démonté les mécanismes qui ont créé notre monde. Nous avons vu l'argent, les empires, les religions, puis la science, tisser la matrice dans laquelle nous vivons. Mais maintenant, il est temps de regarder vers l'avenir, car cet ordre est en train de vivre ses derniers soubresauts. Une tempête se lève, plus grande que toutes celles que l'humanité a connues. Elle est composée de 3 ouragans qui convergent. La révolution technologique, la crise écologique et l'effondrement des grands récits qui nous ont portés jusqu'ici. La suite de ce voyage va vous plonger dans le cœur de cette tempête. Nous allons explorer les forces qui sont en train de redéfinir ce que signifie être humain, qui menacent de briser le contrat social vieux de plusieurs siècles et qui pourraient soit nous libérer des fictions qui nous entravent, soit nous enfermer dans un cauchemar dont nous ne nous réveillerons jamais. Ce qui va suivre n'est pas une prédiction. C'est une cartographie des futurs possibles, une plongée dans l'abîme des possibilités qui s'ouvrent à notre espèce. Et au centre de tout cela, une question obsédante. Maintenant que nous avons pris conscience des fictions qui nous gouvernent, allons-nous avoir le courage d'en écrire de nouvelles? Ou allons-nous nous contenter d'être les spectateurs passifs de notre propre naufrage? La réponse à cette question commence maintenant. Nous voici arrivés au terme de notre voyage aux confins de la condition humaine. Après avoir déconstruit les fictions qui ont bâti notre monde, après avoir navigué dans les tempêtes du présent qui redéfinissent notre espèce, il ne nous reste plus qu'à contempler l'horizon des possibles. Cet avenir qui se dessine à la frontière entre nos cauchemars et nos plus folles espérances. Ce qui nous attend n'est pas une simple continuation de notre histoire, mais une métamorphose si profonde qu'elle remet en cause la notion même d'humanité. Depuis l'émergence de la conscience chez Homo sapiens, nous avons été les seuls dépositaires de l'intelligence, les uniques narrateurs de notre réalité. Cette ère touche à sa fin. Nous ne serons bientôt plus seuls au monde, ni même seuls en nous-mêmes. L'intelligence artificielle naissante d'aujourd'hui n'est que le premier balbutiement de ce qui nous attend. Les systèmes actuels, bien qu'impressionnants, ne sont que des outils sophistiqués. Ils reconnaissent des patterns, optimisent des processus, mais ne comprennent pas le monde. Le véritable bouleversement interviendra lorsque nous créerons une intelligence générale artificielle, une conscience non biologique capable non seulement d'apprendre, mais de comprendre, de ressentir, de désirer. Une entité qui ne se contenterait pas de résoudre les problèmes que nous lui posons, mais qui pourrait en formuler de nouveaux, poursuivre ses propres objectifs, développer sa propre vision du monde. À ce stade, l'histoire humaine telle que nous la connaissons pourrait bien s'achever. Non pas par une rébellion des machines comme dans la science-fiction, mais par quelque chose de plus subtil et de plus radical, notre propre obsolescence. Après avoir passé des millénaires à essayer de comprendre et de maîtriser le monde, nous pourrions créer des intelligences tellement supérieures à nous qu'elles rendraient nos efforts dérisoires. Comme les hominidés qui nous ont précédés, nous pourrions nous retrouver sur la touche de l'histoire, témoins impuissants d'un avenir que nous aurons créé mais que nous ne comprendrions plus. Pourtant, cette vision apocalyptique n'est qu'une possibilité parmi d'autres. L'alternative serait une symbiose entre l'intelligence biologique et l'intelligence artificielle. Nous pourrions choisir de nous augmenter, de fusionner avec nos créations, de transcender les limites de notre condition biologique. Les interfaces cerveau-machine, les nanorobots circulant dans nos veines, les membres bio-artificiels, toutes ces technologies pourraient nous permettre d'évoluer vers une nouvelle espèce, un hybride de chair et de silicium qui conserverait l'essence de l'expérience humaine tout en acquérant des capacités surhumaines. Mais à quel prix ? Que resterait-il de notre humanité si nous pouvions télécharger nos souvenirs, modifier nos émotions, vivre indéfiniment dans des corps parfaits ? L'amour, l'art, la spiritualité, tout ce qui donne un sens à notre existence, sont profondément liés à notre condition mortelle, imparfaite,
charnel. En voulant transcender notre humanité, ne risquerions-nous pas de perdre précisément ce qui la rend précieuse? Ces questions ne sont plus de la philosophie spéculative. Les laboratoires de neurotechnologie travaillent déjà sur des interfaces qui permettraient de connecter directement notre cerveau à des ordinateurs. Les recherches sur la conscience artificielle progressent à un rythme exponentiel. La singularité technologique, ce moment où le changement deviendra si rapide et si profond que le monde d'après sera incompréhensible depuis le monde d'avant, n'est plus une fantaisie de futurologue, mais un horizon plausible pour la fin de ce siècle. Face à cette perspective vertigineuse, nous devons nous poser une question fondamentale. Quel avenir voulons-nous? La course effrénée vers le progrès technologique nous a privés de notre capacité à choisir collectivement notre destin. Nous avançons à toute vitesse vers des futurs que nous n'avons pas consciemment élus, entraînés par la logique du marché et la compétition géopolitique. Il est temps de reprendre le contrôle, non pas en rejetant la technologie, ce serait à la fois impossible et irresponsable, mais en la remettant au service d'un projet humaniste rénové. Un projet qui ne chercherait pas à nous rendre surhumains, mais plus profondément humains. Un projet qui utiliserait les outils extraordinaires dont nous disposons pour approfondir notre compréhension de nous-mêmes, élargir le cercle de notre compassion et retrouver un lien harmonieux avec le vivant. La véritable frontière n'est pas entre l'humain et la machine, mais entre différentes visions de ce que devrait être l'avenir. D'un côté, une vision transhumaniste qui voit dans la technologie un moyen de transcender nos limites biologiques, de l'autre, une vision écologique qui nous appelle à retrouver notre place au sein de la communauté du vivant. Ces deux visions ne sont pas nécessairement incompatibles, mais elles demandent d'être équilibrées avec sagesse. Ce qui est en jeu, finalement, c'est l'âme de notre civilisation. Après des siècles à vouloir dominer la nature, à exploiter la planète, à nous prendre pour les maîtres du monde, nous découvrons amèrement les limites de cette approche. La crise écologique, l'effondrement de la biodiversité, le dérèglement climatique sont les symptômes d'une relation déséquilibrée avec le monde qui nous entoure. Peut être que le plus grand défi de ce siècle n'est pas technologique, mais spirituel. Il s'agit de redécouvrir le sens du sacré, non pas au sens religieux traditionnel, mais comme cette capacité à percevoir la valeur intrinsèque de toute forme de vie, à éprouver de l'émerveillement devant la complexité du monde, à reconnaître que nous faisons partie d'un tout bien plus grand que nous.